Dans l'actualité de ce 17 avril, un pas de plus sur l'affaire Thomas Sankara. L'ambassadeur de France vient de remettre 3 enveloppes contenant des dossiers déclassifiés pouvant contribuer à faire la lumière sur l'assassinat du président Thomas Sankara. Vous le savez, décédé le 15 octobre 1987. À suivre également dans ce journal un concept tout trouvé pour susciter le goût de l'entrepreneuriat chez les étudiants en fin de cycle. Café des entrepreneurs est une initiative de l'université Joseph Kizerbo de Ouagadougou en partenariat avec l'agence universitaire de la francophonie. À l'international, Raúl Castro, le président cubain, veut passer la main à la jeune génération, mais il tient au respect des idéaux du Parti communiste cubain. Un petit rappel hier avant de prendre sa retraite. Vous aurez également un invité dans ce journal. Catalogue de mode et de tourisme, on en parlera dans un instant avec le promoteur Issa Sorogo dit Sorobis. Voilà pour le menu de ces 13h, mesdames et messieurs. Bienvenue. 3e et dernier lot d'archives sur le contexte de l'assassinat de Thomas Sankara. Le dossier déclassifié vient d'être officiellement et formellement remis aux autorités burkinabè par l'ambassadeur de France. Des éléments à reverser au juge d'instruction chargé de l'affaire Thomas Sankara. Explication de Souleymane Sanou et Abdelaziz Yagibo. Par voie diplomatique, la France dit lever définitivement le voile sur les archives qu'elle détient sur le contexte de l'assassinat du capitaine Thomas Sankara. Ces archives, arrivées sous 3 plis scellés, constituent le 3e et dernier lot au dire de l'ambassadeur de France. Ce 3e lot d'archives concerne les archives du ministère de l'Intérieur, qui dispose de documents en lien avec l'affaire de l'assassinat de Thomas Sankara. Certaines de ces archives étaient détenues par les archives nationales, d'autres par la Direction générale de la sécurité intérieure. 8 documents déclassifiés de la Direction générale de la police nationale proviennent des archives nationales. Ce sont les archives du service de coopération technique internationale de police, comme on l'appelait à l'époque, le STIP, qui est le service de coopération policière qui était présent au Burkina Faso, qui est toujours présent, mais maintenant on appelle ça un attaché de sécurité intérieure au sein de l'ambassade de France, et aujourd'hui ce STIP a été remplacé par la Direction centrale de la coopération internationale, et les autres documents étaient détenus par la Direction générale de la sécurité intérieure française. Nous avons informé des réceptions des lots les autorités burkinabè à la fin du mois de février 2021. Ces dossiers demandés par le juge d'instruction au tribunal militaire de Ouagadougou dans le cadre de la commission rogatoire internationale devraient contribuer à mettre la lumière sur le contexte de l'assassinat du père de la révolution burkinabè. Je voudrais, au nom du gouvernement du Burkina Faso, traduire toute notre gratitude à la France pour cet acte qui est hautement symbolique pour notre pays. Et je crois que c'est un acte aussi qui traduit l'excellence de la coopération judiciaire entre la France et notre pays. Et nous croyons bien que ces documents, y compris le travail qui a été fait par le juge d'instruction du tribunal militaire Burkina Faso, vont permettre en tout cas de nous éclairer sur cette affaire que le monde entier attend. L'ambassadeur de France rassure que ces archives ont été transmises en toute transparence et conformément aux clauses de la coopération judiciaire qui lie la France et le Burkina. Les 2 premiers lots d'archives avaient déjà été déclassifiés et mis à la disposition de la justice burkinabè en 2018. Une promesse tenue du président Emmanuel Macron. Retour sur l'investiture du président Denis Sassou Nguesso, réélu à l'issue du scrutin du 21 mars dernier. Au moment où il entame son nouveau mandat de 5 ans, le président congolais se veut rassembleur et promet renforcer le rôle de l'État protecteur. Discours prononcé en présence de ses pairs, dont le président du Faso, qui a fait le déplacement de Brazzaville. Olopoda y était. Reportage. Palais des congrès de Brazzaville. L'audience est solennelle et publique avec une seule affaire au rôle, l'investiture du président Denis Sassou Nguesso. À plus de 88%, les Congolais dans leur grande majorité ont accordé leur suffrage à Denis Sassou Nguesso qui rempile pour un nouveau mandat de 5 ans à la tête de la République du Congo. Cette confiance du peuple congolais, le président Denis Sassou Nguesso dit mesurer à sa juste valeur et s'engage à bâtir une république du Congo émergente et qui fera la joie et la fierté de ses fils et filles.
Ce nouveau bail est placé sous le signe de la diversification de l'économie nationale avec comme priorité l'industrialisation, le tourisme, la gouvernance sociale et solidaire, l'économie numérique, la valorisation du capital humain et surtout le développement de l'agriculture. J'ai évoqué l'agriculture au sens large. Nous avons trop attendu. Cette ambition d'indépendance alimentaire sera créatrice d'emplois pour les jeunes qui participeront activement, non pas à l'agriculture de nos ancêtres, mais à une agriculture modernisée et mécanisée, au rendement efficace et au potentiel infini, intégré dans les échanges régionaux et mondiaux. Aux côtés de ses pairs, le président Roch-Marc Christian Kaboré est venu non seulement honorer une invitation, féliciter son homologue pour sa réélection, mais aussi et surtout manifester la solidarité du peuple burkinabé envers le peuple frère du Congo qui amorce une nouvelle page de son histoire. Ces deux amis, le président du Faso ne pouvait pas ne pas être là. Et donc par amitié et par fraternité, donc il est venu spécialement pour cette investiture. Déjà, il faut savoir qu'il y a un lien fort entre Burkinabé et Congolais, du fait que beaucoup de Congolais font l'école comme l'ENAREF ou comme l'école de douane à Ouagadougou. Et ça crée des liens très très forts. Et ce sont à travers ces liens-là qu'on peut donc développer une relation beaucoup plus forte entre communautés et entre administrations également. La participation du président du Faso à l'investiture de Denis Sassou Nguesso traduit donc l'excellence des relations de coopération et d'amitié qui lient les deux peuples et la désignation d'un consul honoraire dans ce pays ami, annoncé par Roch-Marc Christian Kaboré, viendra sans doute renforcer l'axe Ouagadougou-Brazzaville. Le président du Faso a regagné Ouagadougou juste après cette investiture. Dans tout autre registre, Éric Bougouma, ministre en charge des infrastructures, séjourne dans la région de l'Est. Après avoir dit ses vérités à l'entreprise en charge des travaux de bitumage du tronçon Gunguin-Fada, il a aussi fait escale sur la RN 18 Fada-Bogandé. Visiblement, l'état d'avancement des travaux de bitumage de cette route de 129 km est à son goût. Désiré Ilboudou et Ibrahim Sano, reportage. Les travaux de bitumage de la RN18, route Fada-Bogandé, avancent bien malgré un léger retard. La plupart des ouvrages de franchissement sont en phase terminale, comme c'est le cas ici au pont de Kongaï, long de 105 mètres. Le démarrage a été quelque peu difficile. Nous avons un certain retard, mais le constat que l'on peut faire aujourd'hui, c'est un constat de satisfaction. Parce que vous avez vu avec nous, les terrassements généraux sont estimés actuellement à 37%, pendant que les ouvrages ont été exécutés à 33% environ. C'est pour dire que la plupart, en tout cas, des travaux nécessaires à ce que ce chantier prenne corps effectivement sont réalisés, et ce, sur l'étendue du chantier. Il reste 4 mois pour que l'entreprise PFO en charge des travaux livre l'infrastructure. Difficile d'être dans les délais, mais la route sera praticable avant l'installation de la saison des pluies. On a plus que 18 équipes de génie civil. On a démarré le drainage. Donc, pour le moment, on a un objectif à court terme, c'est dans 2 mois le début de saison pluvieuse. On doit assurer la circulation. Et dès la fin de saison pluvieuse, on doit mettre le paquet pour terminer les travaux. Avant la visite de terrain, le ministre Bougouma a eu un tête-à-tête avec une délégation du mouvement RN18 qui a égrené quelques préoccupations. Le ministre a dit prendre bonne note et a salué le sens des responsabilités de ce mouvement de veille.
L'Office national d'identification plus proche des citoyens, l'antenne régionale de Kaya vient d'ouvrir ses portes. Sa capacité de production est de 1000 CNIB par jour. Elle va donc étendre ses services à la région du Sahel, foi du ministre de la Sécurité, hier à la cérémonie d'inauguration sur place à Kaya. Retrouvons Martin Ouedraogo et Jacques Ouedraogo. L'Office national d'identification ONI se rapproche des populations de la région du Centre-Nord. Cette cérémonie d'inauguration marque le démarrage officiel des travaux de l'antenne régionale basée ici à Kaya. Cette déconcentration, selon le ministre de la Sécurité, entre dans le cadre de la politique nationale qui est de réduire les distances entre les prestataires de services du gouvernement et la population. On n'aura pas besoin de prendre le car pour aller à Ouagadougou pour retirer sa carte d'identité. C'est sur place ici à Kaya que tout sera produit avec la même qualité que si c'était à Ouagadougou. Donc on gagne du temps, on gagne en qualité et on gagne également dans les déplacements. D'une capacité de production de 1000 cartes par jour, l'antenne régionale du Centre-Nord va étendre ses services à la région du Sahel. Les besoins sont donc énormes et l'Office national d'identification se félicite de l'ouverture de son siège dans la cité du Cuir. Nous souhaitons qu'à l'échéance de septembre 2021, on puisse sortir au moins 2000 cartes d'identité à travers le doublement des équipes et la multiplication des machines qui va s'opérer dans les mois à venir. Donc nous souhaitons que cette région du Centre-Nord puisse embrasser aussi les demandes venant de la région du Sahel de façon temporaire, de sorte à ce que, avant que la région du Sahel n'ait sa propre antenne, la région du Centre-Nord abrite plus de 200 000 déplacés internes. Sa population a considérablement augmenté et les demandes sont aussi fortes. L'inauguration de cette antenne régionale, selon les parrains de la cérémonie, va permettre de répondre de façon efficace aux besoins du moment. Dans le passé, on pouvait prendre plus de 3 mois ou 4 mois pour avoir même le retour d'une pièce. Aujourd'hui, en une journée, tu peux l'avoir. C'est indéniablement un grand pas. Et je voudrais saluer donc les efforts du gouvernement avec à sa tête donc le ministre de la Sécurité. Après cette cérémonie d'inauguration, le ministre de la Sécurité a procédé au lancement officiel des premiers enregistrements ici à la gare routière de Kaya. Allons à la découverte des nouveaux projets en œuvre au Burkina. Diostar, officiellement lancé jeudi, il permettra de transformer davantage les résidus agroalimentaires en bioénergie, donc de l'énergie renouvelable. Le CIRAD, le Centre de coopération internationale en recherche agronomique, est porteur de ce projet financé par l'Agence française de développement AFD à plus de 7 milliards de francs CFA. Explication de Konsun Koulibaly et Vincent Kendrebeogo. Désormais, les résidus d'arachide et autres produits agroalimentaires ne seront plus jetés dans la nature, ils seront plutôt utilisés à la production de l'énergie au profit des petites et moyennes entreprises. Tel est l'objectif du projet Biostar qui a pour vocation d'accroître l'accès à l'énergie dans les zones rurales. L'objet de ce projet, c'est de voir comment il est possible de valoriser au mieux les résidus issus des unités de transformation agroalimentaire pour subvenir à leurs propres besoins en énergie. Alors ces résidus, on peut les transformer pour faire soit de la chaleur, soit de la force motrice, soit de l'électricité. On a beaucoup de rejets, beaucoup de résidus qui ne sont pas réutilisés, alors que ça a un potentiel énergétique. Donc pour pouvoir les réutiliser, il y aura une baisse de coûts de production, donc beaucoup plus de bénéfices pour les entreprises agroalimentaires. Biostar a vu le jour grâce à l'appui de partenaires techniques et financiers, notamment l'AFD, l'Agence française de développement et l'Union européenne. Le projet total, disons, ça fait une valeur de 7 milliards et demi de francs CFA et la contribution de l'Union européenne à cette enveloppe, c'est de 6 milliards. 5 filières agroalimentaires sont concernées, à savoir l'arachide, le karité, le riz, la mangue et l'anacarde. Ce projet est le fruit d'un partenariat nord-sud et mis en œuvre au Burkina Faso pour une durée de 5 ans. Il prévoit de promouvoir un développement durable des PME de transformation agroalimentaire dans les zones rurales.
Comme annoncé en début de journal, Café des entrepreneurs, un concept tout trouvé par l'université Joseph Kizerbo de Ouagadougou en partenariat avec l'agence universitaire de la francophonie pour susciter le goût de l'entrepreneuriat chez les étudiants en fin de cycle. Café des entrepreneurs deuxième édition est placé sous le signe de l'agriculture hors sol, nutrition et entrepreneuriat. Le Larlé Naba Tigré, un entrepreneur agricole, a bien voulu s'entretenir avec les étudiants dans sa ferme Sizada Pelgo. Moussa Ouedraogo, Ahadi Santamba. Tous étudiants de l'université Joseph Kizerbo et en fin de cycle pour beaucoup d'entre eux. Ils sont ici à l'école de l'entrepreneuriat agricole. Nous sommes dans la ferme du Larlé Naba Tigré à Dapelgo. À travers cette visite, ils s'imprègnent des réalités du terrain. Nous avons vraiment tiré satisfaction de tout ce qu'il a dit lors de la conférence. Et nous avons également beaucoup appris sur le terrain, vu que c'est purement de la pratique. Et ça a également beaucoup boosté notre vision des choses. Et nous avons vu que les moyens qu'il utilise, ce sont des moyens assez abordables, que tout jeune entrepreneur qui a la discipline et l'ardeur nécessaire peut arriver à atteindre ses objectifs. Cette visite se tient dans le cadre de la deuxième édition du Café des entrepreneurs, une initiative de l'université qui entend booster l'esprit d'entrepreneuriat chez les étudiants en fin de formation. Les étudiants ont cet espace-là pour échanger et pour voir qu'il y a d'autres possibilités en dehors de la fonction publique, parce qu'on sait très bien que les étudiants de nos jours, quand ils finissent, ils attendent toujours d'être embauchés par l'État. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'opportunités qui s'ouvrent à eux. Avant cette visite terrain, les étudiants ont droit ici à une conférence publique sur l'agriculture hors sol. Il faudrait amener les enfants à comprendre qu'il faut oser entreprendre, il faut prendre des risques et tenir, avoir foi, le courage et le travail, et on peut réussir au même niveau, au même titre que ceux qui ont eu la chance d'être dans la fonction publique. Le Café des entrepreneurs, c'est aussi des stands d'exposition des travaux d'étudiants et des partenaires de l'université. Une façon de montrer aux étudiants l'exemple de l'entrepreneuriat réussi. L'ONEA et l'Association africaine de l'eau en Afrique de l'Ouest se donnent la main pour l'atteinte des objectifs de développement durable dans son volet accès universel aux services d'eau et d'assainissement à l'horizon 2030. Au lancement de leurs activités, les deux partenaires s'engagent à opérer des changements qualitatifs dans le secteur eau et assainissement. Les précisions de Bernard Kombelem et Marguerite Douagnon. L'Office national de l'eau et de l'assainissement, à travers le Centre des métiers de l'eau, présente son plan d'action triennal 2021-2023. Un programme porté à la connaissance des élus nationaux, des partenaires techniques et financiers et à l'ensemble de la communauté nationale des acteurs de l'eau. C'est à l'occasion du lancement des activités entre l'ONEA et l'Association africaine de l'eau. Ce partenariat va se focaliser sur 4 programmes. Il y a le programme SAO Switch, qui concerne l'assainissement inclusif à l'échelle des villes. Et il y a également un programme financé par l'USAID qui est AFRICAP. Et nos activités vont se focaliser sur ces 3 composantes-là. Un dernier programme qui concerne l'Académie africaine de l'eau. L'Académie africaine de l'eau Awaza, dont le siège sera basé en Ouganda à Kampala. Le Centre des métiers de l'eau dévoile dans la foulée ses perspectives de construction d'un nouveau bâtiment administratif. Ce nouveau bâtiment pour lequel nous venons de poser la première pierre est un dispositif vraiment majeur dans l'exécution du mandat qui est ainsi confié à l'ONEA. Tant que l'association va exister, l'ONEA sera son représentant pour exécuter ses activités en Afrique de l'Ouest. À travers son centre des métiers de l'eau, l'ONEA développe désormais une expertise qu'elle compte déployer dans la sous-région et sur tout le continent africain. Des stations d'essence anarchiquement installées dans la capitale burkinabé, nous les dénoncions il y a maintenant plus d'une semaine. Eh bien, les propriétaires de ces mini-stations étaient face à la presse ce matin. Leur association est favorable à un assainissement du secteur et demande au gouvernement de faciliter l'acquisition des différents documents requis aux promoteurs de ces stations d'essence. Compte rendu de Konsun Koulibaly et Nyaki Teda. Difficile, voire très dur, de déchiffrer avec exactitude les mini-stations d'essence installées parfois dans des situations irrégulières dans plusieurs villes du Burkina. Les propriétaires eux-mêmes ont du mal à le définir. Dans la seule ville de Ouagadougou,
Ils ont un chiffre quand même, mais un chiffre approximatif, la cinquantaine disent-ils. C'est un recensement fait selon la nomenclature des promoteurs membres de leur association. Et pourtant, chaque jour, ces pompes naissent de façon spontanée, pour la plupart sans agrément d'ailleurs. Les principales causes du nombre important des stations d'essence sans autorisation dans nos cités sont les absences d'accompagnement, la lourdeur administrative, le manque d'opportunités et de moyens pour les réalisations de la jeunesse. Néanmoins, ils sont conscients que la situation prend de l'ampleur et inquiète, d'où cette conférence de presse pour appeler de tous leurs vœux à un assainissement du milieu pour un secteur porteur. Oui, c'est un constat réel, mais c'est que la plupart de ces stations ont existé. En fait, les domiciles sont venus trouver certaines stations. Au début, c'était des pompes ménagères. Et les domiciles sont venus en général trouver ces stations-là. Vous voyez, raison pour laquelle nous demandons à approcher les autorités pour parler de certaines situations. Voilà. Et en plus de ça, il y a des stations qui poussent dans des zones d'habitation. L'association des propriétaires des mini-stations a vu le jour en 2019 et reconnue officiellement en 2020. Elle se démarque des vendeurs d'essence dans les bouteilles et entend se battre afin que tout propriétaire de mini-station d'essence soit à jour vis-à-vis des textes en vigueur. Autre point de l'actualité, la gare de Tampuy restée depuis juin 2015 sans répondant de l'OTRAF. C'est désormais chose faite. Le nouveau bureau de l'Organisation des transporteurs routiers du Faso a été présenté et installé la semaine dernière pour un mandat de 5 ans. Sa mission, veiller à l'intérêt des transporteurs routiers. Sekou Zongo. Le bureau de l'Organisation des transporteurs routiers du Faso OTRAF, de la gare du quartier Tampuy de Ouagadougou, ici présenté. Élu en septembre 2020, le nouveau bureau devrait s'occuper uniquement des questions relevant de la gare de Tampuy, étant entendu que sur certaines questions, il dépend toujours du bureau national. La section gère uniquement les problèmes liés à la section gare de Tampuy. Et toute difficulté qui viendrait à naître à la gare ou à l'exploitation, il essaiera de faire de son mieux et il rendra compte au bureau national qui pourra le venir en appui. Donc leur mission, c'est concomitante avec le bureau national. Le nouveau bureau installé a un mandat de 5 ans, un mandat qu'il place sous le signe de l'union et de la tolérance. C'est un mandat placé sous le signe de l'union, la solidarité, le dialogue et la tolérance. Créée en 1995, l'Organisation des transporteurs routiers du Faso OTRAF est une organisation syndicale pour la défense des intérêts matériels et moraux des transporteurs. Selon son président, il souligne qu'avec l'installation du bureau OTRAF de la gare de Tampuy, c'est un pas de plus vers une organisation plus dynamique et efficace. Une éducation de qualité pour tous. Yeli Monique Kam, l'unique femme candidate à la présidentielle de novembre 2020, en a fait un argument de campagne. Certes, la moisson a été maigre pour l'Amazone. Elle parle cette fois aux lecteurs à travers un guide éducatif intitulé « Réussir ses études et sa vie ». L'œuvre a été dédicacée jeudi dernier. On en saura plus avec Adama Guiti et Marguerite Douagnon. Dans ce guide éducatif de 51 pages, Yeli Monique Kam trace par sa plume l'itinéraire que chaque élève devrait suivre pour aboutir à la réussite. Le travail méthodique et continuel, l'adoption de bonnes attitudes telles l'assiduité dans l'apprentissage des leçons sont autant de clés de succès que Monique Kam propose par le truchement de cet ouvrage intitulé « Réussir ses études et sa vie ». Un ouvrage qui vient en renfort à son engagement politique pour booster le développement par une éducation de qualité. Le résumé de ce livre, c'est quelques consignes pour nos enfants, les jeunes, depuis la base, à développer de bonnes attitudes, la discipline, l'assiduité, la ponctualité. Ce guide pratique est, selon son auteur, destiné à toutes les personnes qui ont fait le choix de réussir leurs études et leur vie. Militante engagée pour la promotion de l'éducation et l'insertion professionnelle des jeunes diplômés, Yeli Monique Kam est titulaire d'un Master 2 en marketing et stratégie.
Catalogue de mode et de tourisme, une première au Faso, officiellement présenté le 5 avril dernier ici à Ouagadougou. C'est un document qui devrait servir nos créateurs et mannequins. Issa Sorogo, le promoteur, en parle dans ce reportage de Bernard Kombelem et Marguerite Douagnon. Catalogue de mode et de tourisme de Burkina Faso. Premier du genre au pays des hommes intègres selon le concepteur. Une idée qui fait suite à la soirée Fashion Live qui signifie la mode vivante. Issa Sorogo alias Sorobis en est le promoteur. Il est également le représentant de la marque Sorobis aux États-Unis d'Amérique. Il était grand temps que nous ayons un catalogue de mode au Burkina Faso. Vu l'abondance de textiles que nous connaissons au Burkina Faso, le Faso d'Anfani, le Kokodunda, le Dafinso, il fallait que nous ayons un catalogue qui puisse recenser, répertorier nos modèles, un catalogue qui nous ressemble. Né en septembre 2020, en pleine crise sanitaire mondiale, la sortie officielle du catalogue s'est faite le 5 avril 2021 à travers le document. Le promoteur met sur un même podium plusieurs créateurs et mannequins burkinabés. Nous étions 23 créateurs à avoir travaillé pour la soirée Fashion Live et pour le catalogue, les photos qui ont été prises au-delà même du podium sur les sites touristiques, nous en avons rajouté 4-5. Donc au total 30 créateurs que nous avons rassemblés. C'est vraiment un exploit pour nous. C'est représentatif du Burkina Faso, de toutes les couches, de toutes les catégories. Nous avons tendu la main à la jeunesse, c'est-à-dire les jeunes créateurs, les anciens, dont Patéo. On a fait un travail d'ensemble. À découvrir également dans le document plusieurs sites touristiques du Burkina Faso, à savoir les cascades de Bamfora, les dômes de Fabédougou, la mosquée de Dioulasoba, le monument des martyrs, pour ne citer que cela. Le catalogue de mode de tourisme se veut une vitrine pour mettre en exergue les talents et le savoir-faire des créateurs burkinabés d'ici et de la diaspora. D'habitude, c'est nous qui copions sur les autres pays, les pays limitrophes ou les pays occidentaux. Mais maintenant, je crois que les gens ils vont commencer à copier à partir de notre catalogue. Avec l'arrivée de ce document, beaucoup de personnes à travers le monde pourront s'inspirer et voir comment on fait les coupes à travers le Faso d'Anfani, le Kokodunda ou le Dafinso. Et c'est un trésor. Le Burkina Faso devient la plateforme, je dirais, mondiale de la mode, à la limite la plateforme africaine de la mode, et que nous demeurions, Ouagadougou demeure pour le Burkina ce que Paris a été pour la France. Le catalogue de mode de tourisme sera disponible dans tous les points de vente dès le lundi 19 avril 2021 au prix unitaire de 10 000 francs CFA. Sorobis, une marque, une identité, son promoteur est sur ce plateau, Issa Sorogo. Bienvenue. Merci à vous. Bonjour. Je rappelle donc que vous êtes le promoteur de catalogue de mode et de tourisme. Rappelez-nous un peu ce concept Fashion Live. Pourquoi et quelle est l'urgence de ce programme sur la mode au Burkina? Mais écoutez, vous savez que depuis la pandémie, ça n'a pas été facile pour les créateurs, surtout les créateurs de mode. Nous sommes restés latents pendant un certain moment et nous avons eu l'idée avec la première dame du Burkina Faso, après 6 mois de latence, chercher à faire quelque chose qui allait réveiller la créativité, qui allait réveiller les stylistes, les créateurs de mode. Et c'est là que nous avons initié la soirée Fashion Live qui a eu lieu le 12 septembre dernier au Laïco. Et juste après avoir initié cette soirée qui a regroupé 23 créateurs, nous avons pensé à immortaliser nos créations sur un document, dans un document. Et l'idée est venue avec la première dame, le ministre du Commerce Aruna Kaboré, le ministre de la Culture en son temps, M. Sango, que nous allions sur les sites touristiques du Burkina Faso pour faire des photos qui vont mettre en valeur le tourisme au Burkina Faso et la créativité et la mode au Burkina Faso. D'où est partie alors l'idée de lancer un catalogue de mode et de tourisme. Et c'est pour ça qu'on dit le premier catalogue de mode et de tourisme, parce qu'il regroupe et la mode et le tourisme. Donc voilà un peu comment ça s'est passé. Le catalogue découle de ce Fashion Alive. Est-ce que l'aventure a été facile à réaliser?
ne me le faites pas dire, l'aventure n'a pas été facile. Écoutez, on rend grâce à Dieu, vraiment avec l'appui de la Première Dame qui a été à nos côtés tous les jours, à tous les moments. Nous sommes arrivés à ce but final qui était aboutir avec un catalogue, se retrouver là avec un catalogue. D'abord, la soirée Fashion Alive elle-même n'a pas été facile. Vous savez que regrouper 23 créateurs, c'est pas évident. C'était quand même une première au Burkina Faso. Nous l'avons fait et les créateurs du Burkina qui sont au Burkina Faso, et ceux de la diaspora, certains de la diaspora qui ont pu participer, notamment Patéo, Mamisor. Et puis voilà, nous en sommes là. C'est un exploit pour nous, je le répète. Se mettre ensemble et sortir avec ce résultat, c'est vraiment formidable. Quelle est la périodicité de ce catalogue-là? J'aimerais pouvoir vous dire 2-3 fois par an, mais c'est pas évident. Là, nous sommes à bout de souffle. On veut d'abord voir quel va être l'engouement du public, de tout le monde à travers ce catalogue. Alors, si l'engouement il est assez élevé, peut-être qu'on va le faire 2 fois par an. Sinon, déjà 1 fois par an, c'est pas mal. Ça nous permettra de montrer le talent des créateurs aussi, de faire voir au monde entier ces beaux sites touristiques que nous avons au Burkina Faso. Votre catalogue, c'est tout ce qui nous entoure pour inspirer les créateurs et aussi le tourisme. Est-ce que vous avez un bon retour? Jusque-là, le retour, il est formidable. Écoutez, les gens même de l'extérieur nous contactent déjà. Ils veulent cette expertise burkinabé là pour aussi faire leur catalogue. Le retour, il est formidable, que ce soit au niveau de la population, au niveau des étrangers, surtout à qui nous voulons montrer ce catalogue. Nous voulons que ce catalogue-là, je vous le dis, devienne un passeport, une identité, une vitrine pour le Burkina Faso. Donc, même au niveau des créateurs, le retour, il est formidable. Ça va créer une certaine synergie au niveau des créateurs et des consommateurs, puisque à partir de ce document, vous voyez un modèle, vous voulez le modifier un tout petit peu, vous allez voir votre tailleur, ça fait plus concret que souvent de penser sans aucune image. Là, nous avons des images qui vont parler d'elles-mêmes et qui vont aider à redynamiser le secteur de la mode. Vous confirmez l'adhésion des créateurs burkinabés, mais pour la promotion, pour nous publics, comment se fera donc la promotion? Ben, écoutez, c'est pour ça d'ailleurs que je suis là aujourd'hui. Je remercie énormément la RTB qui a été un grand partenaire de bout en bout depuis la création de la soirée Fashion Alive jusqu'à la sortie du catalogue. Merci à M. Tambiano, merci à M. Kambari, merci au ministre de la Communication. Je dis merci à tout vos personnels qui vraiment a œuvré dans le sens de l'aboutissement du catalogue. Et pour avoir le catalogue, il y aura des points de vente, notamment le Musée National, ici à Ouagadougou, la salle Jean Rauch au Musée National. Quand vous arrivez au Musée National, vous demandez après la salle Jean Rauch. Et puis à Bobo-Dioulasso, ce sera à l'hôtel Sissima. Et encore à Ouagadougou, ce sera aussi à la librairie Jeunesse d'Afrique. Et ici à la télévision nationale, je salue en passant l'ouverture de votre boutique où il y aura aussi les catalogues de mode. Donc pour le moment, nous avons ces quelques points de vente et j'espère que les gens vont se ruer vers ces points de vente-là pour s'approprier ce catalogue qui se veut la vitrine du Burkina Faso, ici au Burkina et même à l'extérieur. Nous avons un exemplaire avec nous ici. Oui. Le prix, c'est combien? Il est de 10 000 francs. Il sera de 10 000 francs vendu à l'unité. Donc voilà un peu. Et je le déballe, voilà. Vous voyez la couverture, messieurs, dames. Ok. Alors, ce catalogue sera votre copie en même temps. Hein. Ok, 10 000 francs, Sorobis. Est-ce un nom, une marque? Est-ce que Sorobis est accessible au Burkinabé lambda? Sorobis est accessible à tout le monde. Sorobis est accessible à tout le monde, sans exception. Merci, Monsieur Issa Sorogo. Je rappelle que vous êtes le promoteur de catalogue de mode et de tourisme au Burkina. Restez avec nous pour la suite du journal. Dans l'actualité internationale, le président cubain Raúl Castro veut céder la place à la nouvelle génération. Annonce faite hier lors du congrès du Parti communiste cubain. Sans renoncer au socialisme, le révolutionnaire de 89 ans appelle à un dialogue respectueux entre Cuba et les États-Unis d'Amérique. Suivons. Raúl Castro appelle à un dialogue respectueux entre Cuba et les États-Unis sans pour autant renoncer au socialisme. Le dirigeant de 89 ans a formulé ce vœu lors du congrès du Parti communiste cubain qu'il dirige encore avant de céder sa place lundi au président Miguel Díaz-Canel. Quant à moi, ma tâche de premier secrétaire du comité central du Parti communiste de Cuba s'achève
avec la satisfaction de l'avoir rempli et la confiance dans l'avenir de la patrie. Aussi longtemps que je vivrai, je serai prêt, le pied à l'étrier, prêt à défendre avec plus de force que jamais la patrie, la révolution et le socialisme. Crions « Vive Cuba libre !» Vive Fidel, la patrie ou la mort. Viva Fidel! Patria o muerte! Le départ de Raúl Castro en retraite survient à un moment où les Cubains traversent une période difficile et font face à des pénuries alimentaires. J'ai l'espoir qu'avec ce congrès, la situation s'améliore parce que tout est très cher, les salaires ont augmenté, mais ça n'a rien changé. J'en suis au même point, je n'ai pas assez d'argent. Le congrès du Parti communiste prévoit de se pencher sur les réformes à conduire alors que les autorités font face à une grogne sociale sans précédent, facilitée par l'arrivée récente de l'Internet mobile. Voilà pour l'essentiel de l'actualité de ce Midi Magazine. Merci de la fidélité à la RTB, la télévision du Burkina. Continue de vous ouvrir ses portes pour ces journées portes ouvertes. Merci de l'avoir suivi. À bientôt.